Hello to you. Bienvenue les amis dans le deuxième épisode de la clochette avec Ali de Catch Club et Christophe de Ajus. Nous sommes de retour, chacun chez soi et les moutons seront bien gardés. Bonjour Christophe, bonjour tout le monde. On se retrouve après cette 16e semaine de confinement déjà. Ça commence à devenir long, on commence un petit peu à perdre la tête. Mais malgré tout, on se retrouve pour la clochette. Apparemment, les gens ont beaucoup aimé le concept de la première. Ils ont dit que c'était très intéressant d'en découvrir encore plus sur cette grande personne qui est Christophe Ajus. Donc on va continuer aujourd'hui, Christophe. On va répondre à une dizaine de questions sélectionnées par les fans. Mais comme d'habitude, n'hésitez pas à en envoyer encore dans les commentaires sur Twitter, sur Instagram, parce qu'on continuera pour le moment tant qu'on est en confinement. Et pour le moment, le confinement n'est pas terminé. Bah déjà, première question, comment tu t'occupes pour passer ton temps, Christophe? Eh bien, comme la semaine dernière, comme tout au long de ma vie en fait, je suis, sur internet, devant la télévision, je regarde des séries, des films, comme je te l'ai dit, juste avant que nous débutions, en t'attendant, parce que monsieur est très occupé, encore plus qu'en temps normal. Là, je viens de finir le documentaire sur le Great Ski, sur YouTube. Un documentaire évidemment japonais, mais sous-titré en anglais. Mais bon, il ne s'intéresse pas forcément à la carrière catchesque du Great Ski, donc c'est pas forcément un must-see pour tous les fans de catch. Mais enfin, si vous avez du temps à perdre, c'est sympa à voir. On découvre la carrière un peu politique du Great Ski au Japon, et puis sa vie de tous les jours en quelque sorte. C'est sympa, Je pense que les gens ont du temps à perdre. j'imagine. Ah, déjà, j'aimerais m'excuser par rapport à une erreur que j'ai faite la semaine dernière. Ah, Et tu ne l'as même pas remarqué en plus. C'est bah oui, quelqu'un mais je t'écoute pas. Oui. C'est quelqu'un qui me l'a fait remarquer dans les commentaires. Il se trouve que quand j'ai copié-collé les questions dans un fichier Word, en fait, à chaque fois que je copiais le pseudo, il y a le mot il qui se collait au pseudo. Ce qui fait que la semaine dernière, j'ai cité tous les pseudos avec il à la fin. Et Ah oui, mais par exemple, non, je t'avais parlé d'un Kinil, Sam Samil, etc. Alors que non, en fait. Donc je m'excuse pour toutes les personnes dont j'ai mal prononcé le pseudo la semaine dernière. On va faire en sorte de ne pas faire ces erreurs cette semaine. oui, et puis moi, ce que je voulais dire, c'est que mes réponses, comme je réponds toujours pendant 20 minutes, évidemment qu'à la fin de la réponse, je ne me souviens déjà plus de la question, premièrement, et encore moins de la personne qui l'a posée. Donc voilà, c'est tout. Mes réponses sont trop longues. C'est vrai, c'est pas le. Bon, Comment ça, c'est vrai? non, mais c'est très bien d'ailleurs que tes réponses soient longues parce que comme ça on peut faire une bonne heure comme d'habitude. Donc on va commencer tout de suite avec une question de YSOG. YSOG et non YSOG. Il. Qui me dit: Salut Christophe de Agius et Ali de Catch Club. J'aurais voulu savoir comment est venue l'idée à Christophe de lancer une chaîne YouTube. Ah bah, comme je suis un précurseur, évidemment, et comme je vois toujours avant tout le monde. Non, mais j'allais évidemment que je suis 20 ans en retard sur la création d'une chaîne YouTube. C'est pas vraiment une idée, c'était plus une envie. Après, le problème, c'est que, comme je l'ai déjà dit la semaine dernière, et on le voit, j'ai pas particulièrement de matériel, j'ai pas une très bonne connexion Internet. Donc, j'avais un problème pour me lancer tout seul. De toute façon, j'ai jamais rien fait tout seul dans ma vie. Je m'étais déjà effectivement un petit peu associé à notre ami Scury dans ces salles catch pour les pronos d'Ajus. C'était un peu les balbutiements de ma chaîne. Et j'avais tout simplement envie d'en faire plus. Avant, j'avais l'occasion avec Planet Catch notamment de partager la passion, mais par écrit. Et comme il n'y a plus Planet Catch, comme il y a un peu moins de choses autour de mes enregistrements, j'avais envie de faire quelque chose. Donc YouTube, évidemment, c'est le truc parfait pour ça. Justement, en parlant de Planet Catch, parce qu'on l'a pas mal mentionné dans la cloche, tu as précisé plusieurs fois qu'apparemment, durant la génération NT1, Jeff Hardy était la plus grande star en France. Donc justement, on a un fan qui nous demande, selon toi, en fait, pourquoi est-ce que Jeff Hardy et en général les Hardy Boys étaient les favoris des fans en France à l'époque? Toi qui as pu vraiment commenter cette période vers 2008 à 2010. Je pense je pense principalement, en tout cas pour Jeff Hardy, parce que Matt était très populaire, mais c'est vraiment Jeff qui était la superstar numéro une, avec Rey Mysterio, je pense aussi. Et c'est dû au fait que, comme les téléspectateurs étaient assez jeunes, je pense qu'ils pouvaient se reconnaître en Rey Mysterio, qui était petit face à tous ces monstres. Moi, quand j'étais plus jeune, sur France 3, dans l'émission de Disney, il y avait le Chevalier Lumière. C'était un petit gamin qui faisait du karaté. Et j'étais petit, et puis je me disais, peut-être moi aussi, je pourrais taper des grands comme ça.
Et en voyant Rey Mysterio taper des mecs plus gros que lui, ben peut-être les enfants s'identifiaient plus facilement. Et Jeff Hardy touchait peut-être un public un petit peu plus âgé, les adolescents. Et avec son côté à la fois lumineux dans les couleurs, mais sombre aussi de sa personnalité, je pense que les adolescents pouvaient se reconnaître facilement en lui. Puis il y avait leur catch qui était très aérien, très rapide. Et c'est vrai que nous, en France et en Europe en général, on aime beaucoup ce catch rapide, des envolées, les voltigeurs, les poids moyens. Donc je pense que c'est un petit peu de tout ça qui a fait que Jeff Hardy était le mec le plus populaire. Tu as déjà Quand, rencontré les Hardy Boys? oui, oui. Alors Matt Hardy, jamais de manière professionnelle. Je l'avais une fois vu lors d'un WrestleMania dans un bar d'hôtel où il n'était pas particulièrement bien dans sa vie à ce moment-là. Il avait fait scene, comme on dit en anglais. Enfin, il avait mis un peu le bazar. Et c'était sorti le lendemain sur les sites internet. Moi, je l'avais vécu en live. J'étais juste à côté. Je le voyais mettre un peu le bazar. Et Jeff Hardy, j'ai eu la chance de l'interviewer une ou deux fois, où on a pu lui dire qu'effectivement, il était le mec le plus populaire en France. On lui a dit même, t'es chié, pourquoi t'es parti à la TNA c'est foutu en l'air notre business. Non, mais évidemment, en rigolant. Mais donc voilà, non. Jeff Hardy était vraiment extrêmement sympa, extrêmement peace, quoi. Pas, évidemment, pas l'urine, hein, mais je veux dire, tranquille, posé, vraiment humble et super gentil, quoi. Ouais, ouais. Donc tu as pu l'interviewer quand il était revenu en fait ces dernières années du Oui, coup. tout D'accord. à fait, oui. C'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je pense. Et selon toi, mon cher Ali de Catch Club, toi qui as une vision plus grande, entre guillemets, pas seulement WWE, qu'est-ce qui, à ton avis, a fait que Jeff Hardy était le mec le plus populaire en France? Bah, honnêtement, je pense que, comme tu l'as dit, en fait, les plus jeunes sont impressionnés par, les acrobaties, la voltige et cetera et Jeff Hardy, à ce moment-là, était tout simplement la personne qui sautait de plus haut, le plus souvent. Tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, plus tu sautes haut, plus tu vas être aimé par les fans. Puis à côté de ça, le style. Jeff Hardy avait ce style avec ses manches, avec ses couleurs dans les cheveux, avec ses peintures sur le visage. Il avait tout compris, en fait. Il avait toutes les petites choses qui plaisent aux fans. Donc, c'est vrai qu'après moi, tu vois, par exemple, j'étais pas l'un de ceux qui étaient tellement fan parce que forcément, moi, j'étais plutôt prenons par exemple une de ces grandes dernières rivalités, tu prends Jeff Hardy, CM Punk, moi j'étais à fond dans CM Punk, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est aussi peut-être ça qui l'a aidé. Il avait des méchants tellement, forts en face de lui qu'à ce moment-là, son personnage, c'est clair, a vraiment réussi à avoir cette connexion avec la foule qui fait qu'aujourd'hui, encore en 2020, j'arrive à me rendre compte à quel point Jeff Hardy est adoré par les fans. C'est vraiment incroyable. On continue avec un autre catcheur qui est un petit peu peut-être moins adoré par les fans, mais beaucoup de fans veulent ton avis par rapport à ça. Alors c'est Mathieu Dossetto, il, qui nous dit: «J'aimerais savoir ce que pense Christophe de Brock Lesnar. Est-ce que tu trouves qu'il dégage quelque chose de très impressionnant en vrai? Est-ce qu'il a quelque chose de plus que les autres superstars? Et est-ce que tu penses que c'est l'une des plus grandes superstars de l'histoire de la WWE?» Alors, est-ce qu'il dégage quelque chose d'impressionnant en vrai? Oui, même si moi, la première fois que je l'ai vu en vrai, c'est une petite anecdote dont on reparlera évidemment plus longuement lorsqu'on se reverra en vrai et qu'on pourra se faire la bise. La première fois que je l'ai vu en vrai, c'est en arrivant dans les vestiaires de WrestleMania 30, donc dans le Mmh. Superdome de la Nouvelle-Orléans. Et Brock Lesnar était tranquillement installé sur une voiture de golf, une voiturette de golf, ou devrais-je dire plutôt la voiturette de golf était tristement vêtue d'un Brock Lesnar, parce qu'il prenait 3/4 de la voiturette de golf, hein. Il y avait juste le gars qui conduisait comme ça, et Brock Lesnar derrière, avec les jambes allongées, des trucs. Donc c'est vrai que là, il a un peu perdu de son aura sur ce moment-là. Bon, évidemment, quelques heures plus tard, il allait nous rendre tous tristes en battant l'Undertaker. Mais, euh, mais oui, oui, il dégage quelque chose d'énorme. Pour l'avoir vu débarquer aussi dans les vestiaires l'année dernière à WrestleMania, quelques dizaines de minutes avant que le show ne commence, entouré de Paul Heyman et de son crew, on sentait la nervosité, on sentait le côté c'est WrestleMania, il y a un match de championnat, et il y a vraiment quelque chose d'impressionnant dans le fait que tout le monde s'écarte, que tout le monde regarde un peu ailleurs. Après, j'ai pu le voir dans les vestiaires interagir avec d'autres superstars. Il n'est pas du tout, comment dire, c'est pas quelqu'un de, euh, j'allais dire, pas mal poli, mais il est, voilà, il s'arrête, il tape la discute avec les mecs, il sourit, c'est pas Il est quelqu'un pas qui fait aussi la gueule. froid
On pourrait le Voilà, penser, en fait. tout à fait, exactement, oui, oui. Donc, après, est-ce que c'est une des plus grandes superstars de tous les temps de la WWE? Le palmarès me ferait dire que oui. Après, personnellement, moi, j'ai pas envie de dire oui, dans le sens où il y a pas de Brock Lesnar era. Il y a eu Hulk Hogan, il y a eu Stone Cold, il y a eu Bret Hart, il y a eu Shawn Michaels, il y a eu Randy Savage. Évidemment que Brock Lesnar, avec son palmarès et ce qu'il est capable de faire dans un ring et dans cette catégorie-là aussi, mais je sais pas, j'ai du mal à le mettre malgré tout dans la catégorie de ces superstars. Peut-être évidemment parce qu'il n'est pas tout le temps là, qu'il défend pas tout le temps son titre, qu'il n'est pas là toutes les semaines. Mais voilà, je ne sais pas comment on le gardera dans l'histoire. Évidemment que en tant qu'athlète, c'est un gars hors du commun, ça c'est sûr. Je veux dire, ce qu'il a réussi à l'UFC, ce qu'il réussit à la WWE, ce qu'il est capable de faire dans un ring, ou en tout cas ce qu'il a été capable de faire, parce qu'aujourd'hui c'est quand même un peu plus limité dans le ring. Il est évidemment à part, mais c'est vrai que fan de longue date, j'ai plus de mal à l'associer bien aux grandes superstars que j'ai citées avant, ou au Triple H, ou au Rock, même CM Punk. Enfin voilà, je sais pas pourquoi. C'est peut-être simplement parce qu'effectivement son personnage de mec, comme tu dis, froid, ou qui semble nous cracher à la figure, alors que je pense que c'est pas vrai du tout. C'est vraiment dans l'histoire, c'est pour créer ce monstre qu'on déteste tous et qu'on a envie de voir battu et vaincu. Ouais, moi, je vais donner mon avis personnellement, mais On s'en fout. non, Non, très rapidement, je pense non, vraiment que vas-y. pour la peine, c'est les gens ne réalisent pas à quel point ce gars est génialissime et on va dire, tu vois, beaucoup de personnes se plaignent du fait que bon, il catch très peu, voilà, et à chaque fois qu'il fait des matchs, c'est, German suplex, blabla, et cetera. Mais je veux dire, il est pas arrivé à ce niveau par hasard. On l'a pas pris il y a plein de gens qui ont sa taille, tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de gens qui ont son physique, mais pourtant tout le monde n'est pas Brock Lesnar et je pense qu'il y a une raison pour ça. Lesnar et Walter l'a très bien dit dans une interview cette semaine où il a expliqué que selon ses critères, Brock Lesnar est tout simplement le plus grand catcheur au monde actuellement parce que c'est celui qui a le mieux compris le business, dans le sens où il fait un match par mois et il est mieux payé que n'importe qui sur Terre. Et d'un Ah, bien point sûr. de ce point de vue, je suis totalement d'accord avec Walter. On a beau ne pas aimer le fait de ne pas voir Brock Lesnar récemment, d'un point de vue business, c'est juste le mec qui a le mieux réussi dans le catch pour la peine. Et à côté de ça, honnêtement, parfois, tu sais à quel point j'apprécie les détails. Un détail du Royal Rumble, parce que tu viens de le commenter, l'élimination de Brock Lesnar lors du Royal Rumble, ça montre pour moi à quel point il gère bien le catch. Parce qu'il prend le Claymore kick et il passe par-dessus la troisième corde d'une manière tellement parfaite que honnêtement, il y a plein de catcheurs qui n'arrivent pas à le faire. Parce que pour se jeter par-dessus de la troisième corde, tu vois comment ils font. Ils mettent un bras d'habitude par-dessus la toute première corde et ils se jettent comme ça pour passer au-dessus, tu vois. Mais Lesnar, c'était fluide, c'était naturel. Je sais pas. Il a quelque chose pour moi qui, les gens oublient, je pense souvent que c'est un très bon catcheur, que c'est un très très bon catcheur, malgré le fait qu'aujourd'hui il n'a plus besoin de le montrer, parce qu'il peut simplement faire 5-6 German suplex et c'est réglé. Mais gros respect à Brock Lesnar. Non, non, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point-là. Après, effectivement, moi, c'est mon avis personnel sur le côté. Est-ce que c'est le plus grand de tous les temps? Je dirais que non, évidemment, mais dans le Oui, côté business, effectivement, tu as raison. C'est l'un des catcheurs, et c'est vrai que sa tête ne transpire pas forcément l'intelligence, mais force est de constater qu'il est extrêmement intelligent et qu'il gère ses affaires de manière extrêmement intelligente. Après, moi aussi, je suis de la génération où je l'ai vu partir à WrestleMania 20 sous prétexte que c'était trop dur et je vais aller faire du foot américain, j'arrive pas, je vais à l'UFC, bon, il arrive très bien, mais il y a un peu ce ressentiment-là de fan de catch. Mais après, en tant qu'être humain, bah, c'est vrai qu'être superstar de la WWE, c'est extrêmement difficile et que s'il avait envie et qu'il en avait marre à ce moment-là, bah, il a parfaitement bien fait de se barrer et de faire sa vie. Chacun est quand même libre de ce qu'il fait. Et parfois, nous, les fans de catch, on oublie que, comme dit, ce sont des êtres humains et qu'ils ont le droit d'avoir bah, leurs envies, leurs problèmes, leurs hauts et leurs bas, forcément. Et quand je parle de bas, je ne parle pas des chaussettes que Jeff Hardy met à ses bras. bah, disons justement que peut-être que certaines personnes qui arrivent au top de la WWE, et c'est pas peut-être d'ailleurs, je pense que la plupart des gens qui arrivent au top de la fédération n'oseraient jamais faire ce que Brock Lesnar a fait. Partir après 2 ans alors que la fédération a mis tellement sur toi et que tu as clairement ta place qui est là maintenant en tant que main eventer et grande star,
je pense que la plupart des gens n'osent pas partir à ce moment-là et c'est justement ça mène justement à des cas où parfois ça se termine en conflit, où la Mmh. personne, devient de plus en plus triste et cetera. Donc malgré le fait que j'étais comme toi et je n'ai pas vraiment apprécié le fait que Lesnar parte, il y a, 16 ans presque, je crois, c'était maintenant, je dois avouer je pense qu'au final, c'était une bonne décision, pour sa carrière, il Oui. a il a potentiellement pris à ce moment-là la meilleure décision. Même si tu l'as dit, voilà, au football américain, il a pas fait grand-chose. Ça nous a ramené à un ou 2 matchs à la New Japan également à ce moment-là où, pour si jamais certains ne sont pas au courant, n'hésitez pas à taper New Japan Brock Lesnar et vous pourrez trouver quelques matchs. Contre On con Nakamura notamment d'ailleurs, hein. Exactement, contre jeune Nakamura à l'époque, le tout jeune, oui. On continue maintenant avec un autre catcheur que les fans adorent et j'imagine toi aussi, c'est CM Punk. Donc question à Christophe Ajus, pensez-vous que CM Punk va revenir un jour à la WWE? Et c'est une question de Michael DBZ Hill. Bah, ne jamais dire jamais à la WWE, on franchement, ma génération, si on nous avait demandé enfin, on nous a demandé 1000 fois: «Est-ce que l'Ultimate Warrior va revenir?» C'était non, jamais. On nous demandait si Batista allait revenir, bah non, pourquoi il reviendrait? Donc CM Punk, bah, franchement, j'ai envie de dire non, encore une fois, mais je serais heureux de me tromper. Mais je vois pas trop, j'ai l'impression qu'il est vraiment plutôt bien dans sa vie. J'ai l'impression que ça l'intéresse pas grandement. Il est revenu à Backstage sur la Fox, qui est une émission qui parle de la WWE, mais dans laquelle je crois il est employé par la Fox, pas par la WWE. Donc ça lui permet d'arrondir les fins de mois, sans avoir à se fatiguer outre mesure. Heu, peut-être qu'Edge Lee, reviendra un jour, ça me paraît peut-être moins compliqué, mais je suis même pas sûr qu'elle ait forcément envie non plus. Mais avec la WWE, on ne sait jamais. Le jour où Monsieur McMahon se dira bah, ça serait pas une si mauvaise idée et qu'il sortira une thune monstre pour faire revenir CM Punk et que CM Punk se dira bah, allez, pourquoi pas, pour cet argent-là, je serais prêt à le faire, il reviendra peut-être, mais ça me paraît peu probable. Beaucoup de personnes ont partagé l'interview dont tu nous avais parlé avec CM Punk justement dans les commentaires. Donc pour les personnes qui souhaitent les retrouver, elle est en ligne. La plupart de tes interviews sont en ligne. D'ailleurs, juste par rapport à ça, comme on vient de parler de Brock Lesnar, est-ce que tu as déjà fait des interviews, j'imagine, avec Lesnar et Heyman? Non, Non? on a eu droit, on a fait une seule interview de Paul Heyman et c'était extrêmement, rapide et cet enfoiré de Philippe Chéreau, a fait toute l'interview presque tout seul parce qu'il voulait faire le malin, il voulait faire une vanne merdique et Paul Heyman il comprenait pas et ça a duré super longtemps et puis le temps que Paul Heyman comprenne et qu'il envoie chier Chéreau, bah, l'interview était finie donc j'ai pas pu poser une seule question à Paul Heyman. Et Ah, non, je n'ai jamais, bah, Brock Lesnar fait pas partie des superstars qu'ils envoient, pour les interviews. oui. Ça doit arriver évidemment, pour des médias américains, mais dans les séances d'entrevues avec les médias étrangers ou les commentateurs étrangers, il y a jamais, Brock Lesnar. OK, d'accord. Parce que je me posais la question surtout par rapport à Heyman, parce que je sais que Heyman est quelqu'un qui aime beaucoup s'amuser lors des interviews, habituellement avec les intervieweurs. Donc je me demandais si il avait essayé de vous rendre fou un petit peu? Bah, un petit peu oui, mais malheureusement enfin presque que Chéreau quoi, puisque c'est Chéreau qui voulait faire une blague pourrie. Alors déjà les blagues de Chéreau en français sont parfois difficiles à comprendre, mais quand il arrive même pas à les traduire en anglais, c'est incompréhensible. Donc Paul Heyman comprenait rien, enfin voilà, c'est une de mes grosses déceptions, et pour revenir à l'épisode précédent d'ailleurs, on m'a demandé ma plus belle rencontre dans le catch, je sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé, mais c'est quand même Chéreau, hein, mine de rien, même avant Booster que j'ai cité pour la ICWA, mais enfin, s'il n'y avait pas eu Chéreau, je serais personne et vous ne m'écouteriez sans doute pas maintenant et à juste titre parce que j'ai rien d'intéressant à dire. Mais donc voilà, c'est Chéreau ma plus grande rencontre dans le catch. Mais cet enfoiré m'a coûté une interview avec Paul Heyman. Bah, écoute, justement, comme on est sur le sujet de Philippe, comme on est sur Philippe, hem, je voulais je voulais justement prendre une question que j'ai pas dans ma liste, mais tu en avais déjà un petit peu parlé dans la cloche, mais si jamais tu peux rappeler pour les personnes qui n'ont pas vu les 2 premiers épisodes, certains fans voudraient savoir, en fait, selon toi, à partir de quel moment s'est mis en place, cette entente, en fait, avec Philippe? Combien de temps ça a mis? Comment ça s'est fait petit à petit? Est-ce qu'il était méfiant au départ? Alors, combien de temps? Franchement, je pense que ça s'est fait assez rapidement, sauf qu'évidemment, comme je l'expliquais dans les premiers épisodes de La Cloche, au début, vu qu'on avait énormément de retard, 2 mois de retard, sur la diffusion américaine, on commentait pas toutes les semaines. On commentait, toutes les 2 semaines, 3 semaines. Donc on se voyait pas si souvent que ça.
mais j'ai l'impression que l'entente s'est faite assez rapidement parce que, comme je le dis souvent et c'est vrai, Chéreau est quelqu'un d'extrêmement gentil et il m'a tout de suite, laissé ma place, il me laissait parler. Il n'hésitait pas à me piquer un petit peu, à faire des vannes pour que je réagisse. Alors au début, évidemment, il prenait le dessus. Bon, maintenant, c'est fini pour lui, évidemment. Mais donc ça s'est quand même fait assez rapidement. Et l'autre question, bah, j'ai oublié ce que c'était quoi l'autre partie de la question. On s'est entendu rapidement, ça s'est fait rapidement. Ah, est-ce qu'il Est-ce était qu'il méfiant? Non, pas du mmh. tout. Non, 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 il était, au contraire, il était ravi parce que lui, il avait qu'une envie, c'était effectivement de pouvoir commenter avec quelqu'un qui allait pouvoir donner toutes les infos et s'y connaître et que lui puisse un petit peu se détendre et puis faire son métier de journaliste en quelque sorte, c'est-à-dire, comment dire, placer le décor, le contexte des choses et puis me laisser moi expliquer ce qui se passe et qui sont les catcheurs, pourquoi ils se battent, pourquoi ils s'aiment pas et tout ça. Si, Philippe s'est retrouvé aux commentaires du catch, c'est parce qu'il s'occupait déjà de la NASCAR et donc les chaînes se sont dit: «C'est un autre sport US, c'est pour ça qu'on le met?» Non, non, pas, non, c'est effectivement parce qu'il commentait déjà, mais c'était parce qu'il commentait le Bushido sur la chaîne Action, qui est un art martial, japonais, si je ne me trompe pas. Et d'ailleurs, il espérait pouvoir commenter le Bushido avec son collègue, de l'époque, qui s'appelait, François Daubigny, qui était un comédien, qu'on aperçoit parfois, dans des téléfilms et des séries françaises. Et en fait, à la place de ce François Daubigny, quelqu'un de l'équipe dirigeante du groupe AB de l'époque avait placé, Tristan, qui c'est le prénom, mais je ne me souviens pas de son nom de famille, de la personne qui commentait le catch avant moi, avec Philippe. Et ce qui fait que non seulement, bah, il n'y avait pas vraiment d'alchimie entre les 2 parce qu'ils ne se connaissaient pas du tout, mais en plus, bah, ça faisait 2 personnes qui s'y connaissaient vraiment pas du tout en catch. Bon, François Daubigny, qui est une personne, adorable que j'ai appris à Mmh. connaître après, bon, qu'on revoit plus trop aujourd'hui, mais il n'y connaissait rien non plus en catch, hein, donc ça aurait pas forcément été 10 fois mieux, mais au moins ils auraient déjà eu un côté duo déjà un peu établi, quoi. Mmh. Mais donc voilà, lui, il s'est retrouvé sur le catch parce que, bah, ils avaient personne. Internet était vraiment à ses balbutiements, donc ils pouvaient pas non plus, il y avait pas de communauté énormément sur internet à part celle d'AWN, que je, comment dire? Que je gérais vite fait avec Ishtou, avec Naniwa, avec d'autres, Romain Mahut, qui est aujourd'hui journaliste dans les jeux vidéo, qui était l'un des auteurs d'articles également pour, AWN. Donc ils avaient pas de quoi chercher. C'est pas comme aujourd'hui, effectivement, un nouveau programme qui se lance, tu peux facilement trouver sur YouTube ou sur Twitter les gens de la communauté française de catch. À l'époque, ben, ils se sont dit: «Il y a pas de on n'a personne, on va prendre 2 gars qui font déjà de l'art martial, ça doit être plus ou moins la même chose, quoi». OK, d'accord. Comme ça, les gens peuvent savoir comment est-ce que Philippe est arrivé, parce que je pensais que c'était, du En NASCAR. voiture. On va passer maintenant au big boss de la WWE. Donc c'est Michael DBZ qui nous demande: «As-tu déjà rencontré Vince McMahon? Dis-nous tout. Dis-nous tous les détails». Bah, je l'ai croisé à quand même quelques reprises, sans lui adresser la parole, sans lui parler ni rien, parce qu'évidemment, c'est comme, dans vos entreprises, si vous croisez le grand patron, bien sûr que il passe à côté de vous dans les backstage, vous lui dites bonjour, mais il va pas s'arrêter, taper la discute avec vous. Donc voilà, mais il une fois, alors c'est dommage parce qu'on aurait pu garder cette anecdote dans la cloche, mais c'est une belle anecdote et en période de confinement, on a besoin de belles anecdotes. Je ne sais plus maintenant si c'était après un SummerSlam ou après un Rumble, mais je crois que c'était après un SummerSlam. On avait eu la chance de commenter Raw en direct sur place, ringside. Et comme, ça se fait durant les pay-per-view, les Américains, pendant le show, disent: «Et vous, à nos côtés, ringside, nous sommes, joints par, nos amis de l'équipe française, Christophe Ajus et Philippe Chiraud». Et comme à WrestleMania 30, Philippe, fidèle à lui-même, on lui avait dit: «Faut dire une phrase ou 2, mais pas plus, et ensuite l'autre, une phrase ou 2, et ensuite ça coupera». À WrestleMania 30, il m'avait pas laissé parler, Philippe. Il avait fait 3 phrases et super longues. Ce qui fait qu'au moment où il se tourne vers moi pour me laisser parler, moi je dis: «Merci Philippe», et la caméra se casse. Et moi je suis resté comme ça 4 secondes et puis bon, j'ai continué à commenter. Mais ce jour-là, j'étais quand même très, énervé, quoi, parce que je me dis: «C'est la seule et unique fois de ma vie où je vais pouvoir faire ça et c'est loupé». Donc merci Philippe. Mais évidemment, c'est pas un truc qu'il fait exprès, c'est que
comme moi, il aime faire des phrases longues, c'est le métier, voilà, on aime garder le micro, on aime parler, mais voilà, il l'a pas fait exprès. Cela dit, c'est jamais excusé. Donc si tu vois cette vidéo, même avec la qualité pourrie, excuse-toi, Chéreau. Et donc, cette fois-là, ringside à Raw, il m'avait dit: «Bon, cette fois, tu vas faire la première phrase. Comme ça, tu es sûr de pouvoir placer, ta phrase, quoi». Et donc je fais ma première phrase et lui, avant, pardon, il m'avait dit: Cette fois, je vais faire court. Tu vas voir, j'ai prévu un petit truc, et donc je fais ma première phrase, n'est-ce pas Philippe? Et lui, il dit comme ch on dit chez nous en France: «Ouh là là!» Et il faut savoir qu'aux États-Unis, «Ouh là là», je crois que c'est une expression, qui vient du français, qui décrit des choses un petit peu sexy, je crois même que c'était le nom d'un magazine un peu sexy avec, des femmes un peu dénudées, bon je crois pas pornographique, hein, mais, voilà un peu dénudées. Et il a sorti ce «Ouh là là» et JBL, Michael Cole, je crois qu'ils étaient que 2, mais je suis pas sûr, étaient morts de rire. D'ailleurs, ça a été, ressorti, dans un des trucs de What Culture, enfin What Wrestling, dans les moments, un peu fous de Raw, juste l'expression de Philippe: «Ouh là là». On rentre au vestiaire et là, monsieur McMahon, donc il a fallu un «Ouh là là» de Chero. Monsieur McMahon est en train de passer et là, il nous voit et il vient vers nous, il fait: «Great job guys» et il nous serre la main à tous les 2, quoi. Alors évidemment, il y a la fierté, d'avoir serré la main à monsieur McMahon, mais je me dis: «C'est pour un ouh là là de Chiro, quoi». 20 ans à me péter la voix, à tout donner, à essayer de vendre des trucs de fou et Chiro, il fait: «Ouh là là» et monsieur McMahon, il vient nous féliciter, quoi. Mais voilà, donc une seule fois, ça a duré 4 secondes, mais c'est sûr que, ouais, c'est gravé évidemment dans mon esprit parce que, c'est voilà, c'est quand même, monsieur McMahon, qui est un petit peu le grand Manitou de notre passion à tous. Donc, je le prends comme un grand honneur, même si évidemment ça s'adressait plus à Chéro ce soir-là qu'à moi. Mais bon, voilà. Quand vous êtes, en coulisses justement lors des WrestleMania que vous avez pu faire ou Raw et les autres shows, est-ce que vous le voyez beaucoup, Vince McMahon, dans tous les sens, à droite à gauche, avant le show et cetera? Non, 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 non. Il a son bureau, il est, très bien, marqué, dans les vestiaires, si vous voulez trouver le bureau de Vince McMahon, il y a des affiches qui montrent dans quel sens il faut aller, comme la cantine par exemple, ou les médecins ou enfin voilà, il y a des affiches parce qu'en général, c'est des grands endroits, hein. Le Superdome de la Nouvelle-Orléans, Brock Lesnar se promenait pas en voiturette de golf pour le plaisir, hein. C'est parce Bien qu'il sûr. devait faire le tour, je crois que ça faisait 1 kilomètre, non plus d'1 kilomètre de circonférence même, plus que ça, enfin bon bref. Donc non, 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 il se promène pas, quand moi je l'ai vu croiser, c'était souvent, dans le parking ou pas loin des vestiaires ou alors, tout simplement dans les entrées au moment, des répétitions des entrées parce qu'ils sont obligés évidemment de faire des répétitions pour la musique, la lumière, ce genre de choses. Donc monsieur McMahon, il chapeaute un peu tout ça, mais il est pas évidemment en train de se promener toutes les 2 minutes. Voilà, je pense qu'il est principalement dans son bureau, il doit discuter avec les officiels et gérer, les choses très importantes, quoi. OK. Bon, on va passer maintenant un petit peu à tes préférés. Donc, certains fans nous ont posé des questions par rapport à tes choses préférées et on va commencer, justement en parlant de Mister McMahon, tes thèmes d'entrée préférés. Est-ce que durant ces 30 années de fanatisme de catch que tu as eu, il y a des thèmes qui t'ont il y a forcément des thèmes qui t'ont particulièrement marqué, lesquels sont-ils? Bah, écoute, on va commencer par les plus anciens. Quand j'étais gamin, moi, c'était les Demolition, qui est un des thèmes préférés de beaucoup, beaucoup de vieux fans de catch, quoi. Here comes the axe and here comes the smasher, the demolition, walking disaster, pain and destruction is coming away. Ah! Enfin, voilà. Pardon, hein, pour cette interprétation pourrave, mais ça reste un des thèmes quand même les plus, magnifiques de la WWE. Macho Man, évidemment, même si c'est pas que, à la WWE, c'est une, musique, qui je crois est utilisée pour les cérémonies, au moment des remises de diplômes aux Mmh. États-Unis, Pomp and Circumstance, je crois, C'est possible, ouais. qui me semble était l'une des musiques utilisées par Gorgeous George. Je sais pas si à l'époque ils utilisaient déjà des musiques d'entrée, mais en tout cas, je crois que Macho Man l'avait utilisé en hommage à Gorgeous George, qui était son catcheur préféré à lui. Légendaire catcheur, du grand début du boom du catch aux États-Unis à la télévision, qui a inspiré Mohamed Ali notamment. Heu
Sinon, bah, franchement, dans les années 80-90, il y avait quand même ils étaient tous fous les thèmes, quoi. Ouais. Je veux dire, Shawn Michaels, Mister Perfect, Exodus, hem, enfin voilà, il y en a énormément. Après, quand on avance un petit peu dans les années 90, à la ECW, ben, les thèmes étaient vraiment classe parce que c'était des musiques, de rock. Enfin voilà, Enter Sandman, on en a déjà parlé dans La Cloche. Moi j'adorais Back in Black qui était utilisé par Chris Candido. Il y avait, Balls de AC/DC, utilisé par Balls Mahoney. Bah, évidemment, You Gotta Keep 'Em Separated de Raven. Raven. J'aimais bien le Heu thème de Rob Van Dam aussi. Oui, oui, bien sûr. Effectivement, il était classe, c'est pareil, les gens chantaient avec, quoi. C'est ça, avec tout le public qui gueulait, ouais. Mais et à la WWE à l'époque, ben, il y avait, le rock, «Do you smell what the rock is cooking?» Elle est assez simple, mais elle est vraiment classe et puis il y a eu plusieurs, évidemment, thèmes qui ont été modifiés avec le temps. L'Undertaker, heu, après, hors WWE, il y a quand même une que je réécoute encore régulièrement et que j'adorais, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais je crois que oui, chanter avec Funaki, c'est le thème d'entrée, de Jushin Liger. Moyose, Moyose, Ikaya Moyose. Enfin voilà, je vais pas la chanter parce que évidemment, je ne parle pas japonais, donc à tous les japanophiles qui nous écoutent, ils doivent se foutre de ma gueule. Mais voilà, elle est vraiment exceptionnelle, je vous invite à l'écouter. Moi, elle me met la chair de poule à chaque fois, même sans qu'il y ait de match, je m'écoute juste la musique d'entrée du Schneider et j'ai la chair de poule. Et dans la WWE plus récente, Nakamura, bien sûr, à la fois son premier et son deuxième thème à la WWE, Punk, évidemment, je sais que beaucoup dans le dernier épisode de La Cloche qu'on a enregistré, ou l'avant-dernier qu'on a enregistré, nous parlait de son premier thème qui était vraiment classe, mais bon, moi évidemment, c'était le Cult of Personality, que je trouvais vraiment bien. J'avoue que je connaissais même pas la chanson avant, pourtant c'est une chanson assez connue. Euh, Ronda Rousey aussi était cool, mais c'est pareil, c'est John Jett, donc c'est une vraie artiste, c'est de la vraie musique. Et voilà. Que ce soit la WWE ou d'autres fédérations, il y a des dizaines de thèmes. Surtout pour quelqu'un qui a regardé depuis aussi longtemps que toi, forcément, mais il faut noter à quel point c'est une part importante du catch, quoi. C'est Ouais. un bon thème, ça te lance tout de suite dans l'ambiance du match. C'est ça la magie d'un bon thème et c'est, la beauté de la WWE qui arrive vraiment à sortir des thèmes qui collent aux catcheurs. On peut le voir avec d'autres fédérations qui ont parfois pas toujours du mal, enfin qui ont du mal justement à faire la même chose, mais au final, c'est assez compliqué de réussir à trouver une musique qui colle vraiment bien à ton catcheur, je trouve et la WWE a toujours été très forte, quoi, à ce niveau-là. Bah, il y avait Monsieur Johnston ou Johnson, je sais jamais s'il y a un Jim T ou pas Johnston. dans son nom. Johnston, ouais, qui était vraiment exceptionnel. Et je vous invite, si ça n'est pas encore fait, et j'en ai déjà parlé, mais j'en reparlerai sans doute encore plein de fois, à regarder Beyond the Mat, qui est l'un des premiers documentaires autour du catch qui a été réalisé à la fin des années 90, je crois, dont s'est inspiré Darren Aronofsky pour le génialissime et légendaire déjà The Wrestler, et dans lequel on voit Jim Johnston expliquer rapidement, mais quand même, comment il crée par exemple la musique de Vader, parce que Vader il a un pas lourd, donc il est sur sa guitare et pan, 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 et bam, et ensuite on voit dans la salle ce que ça devient en vrai au final. Et c'est vrai qu'il avait vraiment un sens musical et, bah, comme tu l'as dit, de savoir trouver une musique qui vraiment colle aux superstars. Je sais que Jimmy Hart aussi dans les années 80, j'en ai Mmh. pas parlé, mais elle est vraiment classe. Par exemple, celle des Rougeau, Raymond et Jacques Rougeau, qui chantaient, mince, From Montreal, Québec, parlez-vous français? Da, 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 the Rougeau's on the way. Elle était vraiment classe, quoi. Ah, je me rappelle On pas de aime ça. bien les filles, on aime bien les. Et là, pour Richtou, je chantais des paroles un peu différentes de la vraie chanson, mais s'il écoute, il saura de quoi on parle. Ah, si tu connais pas Ali, je t'invite à l'écouter, elle est vraiment classe, quoi. Elle est vraiment sympa, ça fait très évidemment années 80. Ils veulent faire les gentils gars qui viennent du Québec et qui ont déménagé aux États-Unis et qui sont maintenant We all American boy, all American boy. Vraiment classe. Et ça, Ouais. c'était Jimmy Hart, me semble-t-il. Oui, c'est vrai que Jimmy Hart composait aussi quelques Comme musiques, celle d'Hulk Hogan, bien bien sûr. sûr aussi. Hulk Hogan, même à la WCW, elle était classe, quoi. On continue maintenant, toujours avec tes préférés, mais bon, cette fois-ci, je sais, ça va être la question vague.
de cette édition. Si tu peux te donner une ou deux réponses, c'est El Gringo, il, qui nous demande: «Ce serait intéressant que Christophe et Ali nous proposent chacun une playlist de matchs à regarder pour ceux qui découvrent un petit peu le catch, pour en jeter plein les yeux, on va dire, aux gens». Ah ouais, mais là, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est En compliqué. plus de but en blanc sans y avoir réfléchi, il aurait fallu, que tu me dises ça peut-être, un jour à l'avance, que je puisse, Ah, un petit peu, non, mais je peux en donner quelques-uns, mais comme ça, bon, on en a déjà parlé dans la cloche, mais c'est bizarre d'ailleurs que ce soit le premier auquel je pense, mais Canadian Stampede, le match, entre la famille Hart, enfin la Hart Foundation et leurs ennemis, pas pour la beauté du catch, mais pour l'ambiance et la folie autour de ce match. Mais évidemment, les Shawn Michaels Undertaker, Shawn Michaels Kurt Angle à WrestleMania 21. Euh, qu'est-ce que. Moi, je pense souvent au Taz contre Bam Bam Bigolo à la ECW. Ils ont eu une rivalité assez folle. Je me bien souviens sûr. pas, je les ai pas revus récemment, donc je peux pas dire s'ils sont aussi incroyables dont je m'en souviens. Mais après, pareil, au Japon, il y a aussi moult choix incroyables. Ma génération, les matchs avec Misawa et Kawada, ou avec ah mince, comment il s'appelle, celui que j'ai vu en Allemagne, Kobashi Kenta. ah voilà, Kobashi Kenta, merci. Et cette époque-là, plus récemment, évidemment, tous les matchs de notre ami le Rainmaker, Okada contre Tanahashi dans un premier temps. Enfin voilà, mais à la WWE, déjà, il y aurait 1000 matchs à voir. Le Royal Rumble 92 pour l'exploit de Ric Flair. Il y a, il y a le Iron Man match, si je me souviens bien, entre Lesnar et Angle à SmackDown, qui était assez incroyable aussi. Faut aller voir des matchs des Steiner à la WCW, ou même, c'était à la WCW, mais contre deux Japonais, Hiroshi Hase et je sais plus quel était le deuxième, où ils se mettent sur la gueule. Enfin, c'est impressionnant pour l'époque. Écoute, je vais y réfléchir un peu plus sérieusement et j'essaierai de faire une petite liste sans évidemment. Après, il y a Dave Meltzer qui existe, hein, vous allez sur Wikipédia, vous allez chercher tous les 5 étoiles de Bien Dave sûr. Meltzer et il C'est y a quelque peu de chose que chances j'ai que déjà fait, vous soyez ouais. déçus. Je veux dire, il y a peu de chances d'être déçu. Mais après, on peut aller voir des matchs qui sont pas forcément 5 étoiles et qui seront quand même cool et sympas pour différentes raisons. Mais Non. est-ce que toi, tu en as en tête comme ça où je vais te dire, ah bah oui, bien sûr. Non, mais après, ben, c'est pas forcément. Ça va être des matchs, ça va être des matchs préférés, on va dire. Mais je sais que, comme tu l'as dit, moi j'ai déjà fait ça quand j'étais jeune fan. Je suis allé voir la liste des matchs 5 étoiles de Dave Meltzer et j'ai découvert des matchs, par exemple, avec des Doug Furnas et Phil Lafont au Bien Japon. sûr. Bah, je veux dire, moi, ces mecs-là, je les avais vus à la ECW, tu vois, au fin des années 90, quand j'avais commencé le tape trading, mais j'avais pas compris l'engouement autour de ces mecs-là. Parce qu'à la WWF, tu les voyais en tant que jobbers ou tu les voyais pas. Et à la ECW, ils étaient considérés comme des bons catcheurs. Et là, d'un coup, je vois un match au Japon où ils sont tous les deux contre, je crois que c'est Kobashi et un jeune catcheur avec qui il fait équipe, mais dans une salle de 4-5 000 personnes, mais où c'est le bordel total du début jusqu'à la fin du match. Et en fait, Furnas et Lafont avaient une carrière incroyable au Japon. J'ai beaucoup de matchs de Samoa Joe qui m'ont marqué à la Ring of Honor. Et je vais particulièrement citer Samoa Joe contre Austin Aries, le match où Samoa Joe perd le titre. Puis tout simplement l'un des meilleurs matchs de l'histoire de la Ring of Honor, Samoa Joe contre Kenta Kobashi. Si les Oui, gens n'ont jamais vu ce match, en plus je crois qu'il est disponible en ligne, cherchez Samoa Joe contre Kenta Kobashi, c'est 15 minutes de violence. oui, Au, c'est fou. au moment où ces deux-là étaient des dieux. Samoa Et Joe puis, était considéré comme le meilleur heavyweight des États-Unis. Kenta Kobashi était dieu de la planète, tout simplement. Mais Kobashi contre Samoa Joe, c'est des très grands matchs. À la WCW, vers la fin des années 90, il y avait beaucoup de matchs des poids moyens qui parfois avaient beau durer 5 ou 10 minutes, étaient magnifiques. On va penser à des Rey Mysterio, Dean Malenko, Juventud Guerrera, tout cela. Mais comme tu l'as dit, après la WWE, c'est plus difficile dans le sens où je peux même pas citer un match, ce sont des rivalités à la WWE. Il y a certes des matchs qui sortent du lot, mais à la WWE, c'est encore plus intéressant de pouvoir suivre une rivalité et des petites histoires, comme tu l'as dit, l'histoire entre Undertaker ou Shawn Michaels, par exemple. Mais et à la ECW aussi quand même, qui était la rivalité de base, enfin pas de base, mais la plus folle des années 90 et que tout le monde, c'était Jerry Lynn contre Rob Van Dam, ouais, qui sortait tous les mois ou tous les 2 mois un match exceptionnel et qui était vraiment exceptionnel pour l'époque.
Encore une fois, je les ai pas revus récemment, donc peut-être ils ont mal vieilli, mais je pense pas. Parce qu'effectivement, ça allait vite, c'était, impressionnant à regarder. Mais, après ça dépend aussi des goûts de chacun. Bien Évidemment, sûr. si vous aimez, plus les poids lourds, moi je sais que récemment, je me suis refait, Starrcade 96 où, la première heure, il y a, Dean Malenko contre Ultimo Dragon, il y a, Rey Mysterio contre Jushin Liger, il y a, William Regal, mais maintenant je ne sais plus contre qui. Mais, enfin la première heure ou les premières heures et demie jusqu'à ce que les poids lourds entrent en scène en quelque sorte, c'était exceptionnel, quoi. Donc Ouais. la WCW, c'est vrai que 96-17, souvent les premiers matchs de Nitro, les premiers matchs de pay-per-view étaient toujours excellents, quoi. Parce qu'ils avaient des superbes catcheurs, quoi. On termine sur tes préférés, juste parce qu'on est dans la période. Est-ce que tu arriverais à choisir tu as vu ce qui s'est passé? Oui, moi aussi, je regarde ce qui se passe chez toi. Qu'est-ce qui se passe chez lui? Est-ce que tu arriverais à choisir un WrestleMania préféré? Un ou 2? Est-ce qu'il y en a, qui ressortent pour toi? Bah, oui, parce qu'évidemment, bah, pour toute ma génération, c'était le 17. Parce que, la WWE est à son plus haut niveau, parce qu'ils viennent de racheter la WWE et que tout est incroyable et comme je l'ai déjà dit, je crois dans la cloche, ce WrestleMania-là, je l'ai écouté en live parce que internet est tellement, assez balbutiement à l'époque que tu pouvais pas regarder de la vidéo en direct, mais tu pouvais entendre les commentaires de Jim Ross et Paul Heyman à l'époque en direct. Donc je m'étais fait le show en audio et déjà rien qu'en audio, j'étais devenu fou, quoi. Mais effectivement, ça fait partie des pay-per-view que j'ai beaucoup regardé après. Et bon, là, pour le coup, c'est peut-être égoïste, mais le 30, parce que j'y étais, parce que j'étais ringside, et parce que mine de rien, c'est un sacré pay-per-view, quoi. Il y a quand même l'apogée, enfin, le sacre de Daniel Bryan, il y a la première défaite du Taker, il y a quand même aussi ce, ce clip, moi je l'adore, ce clip de Daniel Bryan qui passe avant son match contre Triple H, euh, un Monster de je sais plus quoi, The Dragon, là, ce groupe de musique. I'm only a monster. Na, na. C'est un des clips les plus récents que j'apprécie énormément et que je regarde encore beaucoup. A monster, a monster. Da, 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 Ah, je me da, rappelle da. pas. Ça te dit rien? Bah, je t'invite à le re-regarder. Il est vraiment sympa. Ça montre l'évolution de Daniel Bryan et le côté tout fin et tout. Ils avaient acheté Mmh. des images à la Ring of Honor et ensuite tu le vois un petit peu plus musclé avec la barbe et tout. Et sa montée en puissance sur cette musique qui était vraiment bien choisie. Enfin voilà, WrestleMania 30, qui mine de rien est un sacré pay-per-view, quoi. Ah oui, je suis totalement d'accord avec toi. Si je devais en choisir 2, ce serait, le 30 et le 10. Personnellement, j'ai vraiment adoré le 10 Mais parce que pourtant, il est pourri, à part évidemment le match d'ouverture entre Bret Hart et Owen Hart, ben, qui fait partie aussi des matchs à voir parce que il y a des petits trucs sympas dans le match où on voit à quel point Bret Hart était quand même un grand professionnel et comment il savait mener les choses. Mais à part ça, bonjour l'ambiance, quoi. Je veux non, dire, comme je l'ai dit, c'est parce que c'est le premier que moi j'avais vu à l'époque. Donc c'était en 94, j'avais 5 ans quand je l'ai vu. Mais ben, il y a Bret Hart contre Owen Hart, cette bataille fratricide qui est vraiment cool. Après, tu Macho Man, qui moi à ce moment-là, je le découvre. Et il certes, est nul. son match est pourri, oui, son match est pourri contre Crush. Mais cette entrée de Macho Man, ses couleurs, moi, ça m'avait choqué. J'avais adoré Men on a Mission à ce moment-là. Et il y a un match Men on a Mission contre les Quebecers. Il est à chier aussi, c'est vrai. Mais juste pour voir Mo qui arrive et qui fait son rap avec Man on a Mission, ça faisait triper. Il y a par contre Shawn Michaels contre Ramon du match de l'échelle. Et c'est vrai, c'est vrai. Celui-là, plus l'opener, c'est quand même déjà deux très bons matchs. Puis C'est ensuite, vrai. oui. Par contre, c'est vrai que voilà, quand j'étais jeune, je me rappelle toujours que le match entre Yokozuna et Lex Luger m'avait fait vomir. Tellement ce match était chiant, tellement ce J'ai match pas était. entendu. J'ai dit, Excuse-moi, ça a coupé. j'ai dit, par contre, c'est vrai, pour te donner raison, quand j'étais jeune, le match entre Yokozuna et Lex Luger m'avait fait vomir. Tellement il était Ah ouais. chiant, tellement il était horrible. Yokozuna qui porte une prise des trapèzes à Lex Luger pendant La environ 20 prise du minutes. lapin, comme disait Raymond Rougeau. Exactement, ouais. Et au final, tout ça se termine avec Mr. Perfect qui arrête le match et tout. Mais ouais, je sais pas, le 10, le Madison Square Garden, ce X qui s'ouvre et qui se referme au niveau de l'entrée. Moi, il m'avait marqué ce WrestleMania. Et j'avais beaucoup aimé aussi le fait.
J'en avais déjà parlé avec Yann dans un vlog quand on était aux États-Unis, mais j'avais beaucoup aimé le fait que durant WrestleMania 10, ils avaient entre chaque match, tu avais une vidéo des anciens WrestleMania. Ouais, Pour moi qui connaissais rien, du coup, tu avais des petits résumés c'est des vrai. 9 premiers WrestleMania avec à chaque fois les temps forts. Et ça, c'était génial pour la peine. Oui, et c'est quelque chose qu'ils ne faisaient absolument pas du tout à l'époque. Ils étaient Ah, pas du tout dans la nostalgie. Ils essayaient d'effacer le plus possible Hulk Hogan, qui, si je ne me trompe pas, oui, était déjà à la concurrence. Donc, c'était vraiment, et oui, on nous en parlait pas. Moi, de ma génération, je connaissais pas du tout. Bon, il est évidemment pas dans ce résumé de WrestleMania, mais je me souviens dans le magazine de la WWE en anglais, ils avaient mis le plus grand champion de tous les temps, Bruno Sammartino. Moi, hmm. j'en avais jamais entendu parler de Bruno Sammartino parce qu'ils nous en parlaient plus. Et pareil, quand Bob Backlund est revenu, ils ont mis pas mal de temps avant de nous dire, à nous en France, qu'il avait été champion de la WWE. Moi, je ne savais pas au début que Bob Backlund était un ancien champion de la WWE. Petit à petit, ils ont commencé à le faire remarquer, mais au début, c'était pas un truc sur lequel ils insistaient du tout, quoi. Bah, je pense que tu as dû être comme moi. Quand tu découvres le passé de Bob Backlund, ça change tout. Parce que quand tu le vois à ce moment-là, il était fou. Il faisait son crossface chicken wing là et il était malade. Alors qu'en fait, Backlund, lors de son premier run, c'était le beau gosse, bon catcheur qui avait fait du catch, je crois, justement à l'université, etc. Et qui était vraiment le lutteur américain, quoi. Donc, tu pouvais même pas imaginer quand tu voyais son personnage des années 90. Alors, on commence avec une question de Pierre-Yves qui pourra coller à la ICWA et la WWE, parce que je pense que tu as la vision des deux. Donc Pierre-Yves qui nous demande, est-ce que Christophe pourrait nous expliquer comment se déroulent les répétitions avant que le show débute? Ou comment se produit un match en règle générale? Bah, comment se produit un match en règle générale? Bah, on va plutôt parler de la ICWA parce qu'en réalité, c'est vrai que j'ai beaucoup moins de détails pour la WWE parce que, bah, je participe pas à l'organisation, hein, déjà, et que en général, on est quand même, pas confinés, mais on est réunis dans une pièce avec tous les commentateurs et on travaille. On se prépare, on reçoit en général, les clips qui vont être diffusés avant, les pays qui traduisent en direct les clips, ben, les traduisent en direct. Moi, j'avoue, sans vouloir, me mettre en avant, j'en profitais pour aider mes petits camarades qui étaient peut-être un peu moins, au fait du catch, comme, nos camarades indiens ou même Funaki qui, pourtant a 1000 expériences. C'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est rapprochés, c'est parce qu'à chaque fois, il posait des questions et je lui disais: «Ah bah, ça, la réponse enfin voilà et ça s'est passé il y a 2 semaines». Parce qu'ils commandent pas Raw et SmackDown. Donc Hmm. c'est forcément, ça rentre moins dans l'esprit. Donc moi qui commentais, bah, je pouvais lui dire: «Ouais, il y a 2 semaines à SmackDown, bah, lui, il lui a dit ça. Oh, arigato, arigato Ajusan, arigato». Enfin, il m'appelait Christophe, hein, arigato Christophe. Et d'ailleurs, petit, truc, il nous a quand même envoyé un message à Philippe et à moi la semaine dernière pour nous demander si tout allait bien et tout, vraiment, Oh, Funaki, à l'image du monsieur qu'on voit à la télé, c'est un mec vraiment adorable number et one. voilà, Ichiban. Donc voilà, la WWE, je peux pas vous dire franchement, j'ai jamais été dans ces histoires-là, donc je peux pas vraiment vous dire. Mais j'ai quand même quelques petites histoires que je garderai pour la cloche, assez intéressantes sur notre dernier WrestleMania, peut-être de notre vie. Heu, notamment, le moment où on passe à travers notre table. Je n'en dis pas plus, mais voilà, l'histoire est assez sympa et je vous en parlerai avec joie, d'ici quelques temps, quand on se reverra enfin. Mais pour la ICWA, bah, c'était assez simple, comme je l'avais déjà expliqué dans la cloche. En général, soit, je me déplaçais un peu en amont du show, soit avec le temps, bah, on faisait ça, par internet, téléphone, ou autre. On écrivait, la trame du show, les matchs. Souvent, Booster, m'envoyait déjà les matchs qu'il avait, en tête et qui allaient être, les matchs du show et moi, je m'occupais plus des petits détails, des commandes et pourquoi et je lui donnais, aussi mes avis sur, ce qui pourrait, marcher ou pas avec le public. Parce que si j'ai une petite qualité dans tout ça, c'est que je crois que je sens bien, en fait, le public. C'est peut-être parce que je commentais et que j'étais au milieu du public, donc j'avais les réactions des gens. Donc j'ai toujours eu un nez, moins rouge qu'aujourd'hui à cause de mes allergies, mais je pense pour, savoir ce qui allait marcher ou pas auprès du public. Ce qu'ils allaient pouvoir, comprendre ou pas parce que en tant que fan de catch, parfois, on se dit: «Mais c'est évident».
Mais un public qui vient regarder du catch ne regarde pas du catch souvent, parfois, ou ne regarde pas du tout et vient juste pour se divertir. Et donc, ils vont pas forcément comprendre toutes les subtilités qu'un fan de catch de longue date va comprendre en un clin d'œil. Donc, j'avais souvent ce rôle-là avec Booster de lui dire ça, je pense pas que ça passera, mais si on le tourne comme ça, et si, en plus, moi, en tant que commentateur, j'explique, ça risque de mieux passer. Mais donc on arrivait avec ça à la salle. On affichait ça sur les vestiaires, des femmes, des hommes et donc les catcheurs allaient voir leur rôle de la soirée et à partir de ce moment-là, ils venaient, voir Booster ou moi s'ils avaient, une question, un problème de compréhension par rapport à ce qu'on a pu écrire, ça peut arriver aussi évidemment et après, en fait, ce sont les catcheurs dans les petites fédérations qui vont gérer, leurs matchs, qui vont, décider de ce qu'ils vont faire, évidemment avec les instructions de Booster ou de moi ou du promoteur, en question. Mais j'imagine qu'à la WWE et c'est pas j'imagine, mais j'en suis sûr, il y a un producteur, c'est-à-dire une personne qui va leur dire: «Nous, on attend ça de vous». Après, il y a d'autres enjeux à la WWE, c'est qu'il y a aussi la réalisation. Il faut que vous puissiez être capable de faire un truc particulier, à un moment particulier et d'être au bon endroit pour que la caméra puisse vous choper au bon moment. Mmh. Donc ça rajoute beaucoup de difficultés. À la ICWA, c'est beaucoup plus simple. Nous, ce qu'on voulait, c'était, un gagnant et cette manière-là de gagner et pourquoi pas, quelques spots pendant le match ou alors on pendant pas mal de temps, on essayait aussi d'écrire les fins des matchs, pas pour l'imposer particulièrement aux mecs, mais pour qu'on se retrouve pas avec, 5 fins, similaires. Parce Mmh. que parfois, les catcheurs, ils veulent faire la même chose. C'est pareil, i dans les débuts de match, souvent les mecs vont faire, les mêmes débuts de match. Donc on essayait avant d'aller voir chaque duo ou match, donc chaque, si c'était des 2 contre 2, on allait voir les 4 gars et leur disant: «Bon, vous allez faire quoi en début de match? Qu'est-ce que vous comptez faire?» pour aller voir ensuite le match suivant, en leur disant: «Bon, eux, ils vont faire ça», pour que, le show ne se ressemble pas. Même si évidemment, quand vous avez, des mecs différents, des poids et des tailles différentes, forcément, ça va pas se ressembler à 100. Mais il y a des réflexes faciles de catcheurs qui vont, prendre toujours le même début de match, qui vont, haranguer la foule d'une certaine manière. Donc, ça, on intervenait pour qu'ils puissent chacun faire des choses différentes. Mais voilà, les catcheurs préparent leur match, comme dit, soit eux-mêmes, quand c'est des mecs très expérimentés, soit quand c'était des jeunes, effectivement, je m'asseyais avec eux, je les écoutais discuter entre eux, et c'est pareil comme avec Boosty, je leur disais: «Attendez, ça, pas sûr que le public comprenne, fais plus simple». J'ai toujours dans la simplicité, moi, j'ai toujours de leur dire: «Faites simple». Ça, il faut que le public puisse comprendre, parce que c'est le plus important. C'est bien beau de vouloir s'amuser quand on est catcheur, c'est important aussi, et de montrer tout le panel de ce qu'on sait faire. Mais ce qu'il faut, c'est que le public qui est présent apprécie ce qu'il voit et comprenne ce qu'il voit. Donc voilà, je m'asseyais à côté d'eux, je les laissais, je n'intervenais pas forcément, mais si j'entendais un truc qui tiquait un peu, je disais: «Ouais, tiens, vous pourriez faire ça différemment». Et voilà, il y a parfois aussi des catcheurs un peu plus expérimentés, même des Lucas Dileo qui avaient déjà été à la WWE et qui après revenaient à la ICWA, qui venaient me voir et qui me disaient: «Ouais, Chris, on va faire ça, ça, qu'est-ce que t'en penses?» Et j'avoue que j'étais assez touché quand même de voir des mecs qui ont déjà roulé leur boss, qui avaient déjà catché partout, mais qui me demandaient mon avis. Et je pense que c'est pour cette raison, parce qu'ils savaient que j'avais quand même encore cette vision de spectateur lambda qui pouvait leur dire: «Ouais, si peut-être que si tu le fais comme ça marchera mieux». Et bon, je me suis trompé comme tout le monde, hein, mais souvent, j'avais raison, mais parce que c'est pas forcément moi qui avais raison, c'est que j'ai essayé de trouver la manière la plus simple de faire les choses. Et que parfois, les catcheurs, forcément, ils regardent des cassettes, ils veulent faire les trucs classe, ils veulent faire des trucs fous, mais ils se rendent pas forcément compte que le public, va pas forcément suivre. Oui, est-ce que c'est toi qui timais les matchs, qui disais aux catcheurs: restez temps» et cetera? Alors non, en général, c'était booster, mais on faisait ça à 2 en général. On essayait, mais franchement, je crois qu'on n'a jamais vraiment réussi, à le faire, quoi. Je veux dire, les shows ICWA, à mon époque, ils duraient trop longtemps, quoi. Ils duraient, 3 heures et demie, et c'était vraiment, dommage parce qu'à la fin de la soirée, les gens sont fatigués, donc et c'est alors évidemment, les gens vont me dire: «Oui, mais WrestleMania 8 heures», mais vous avez des fans de catch, et même les fans de catch parfois arrivent sont épuisés
au Mmh. bout des 7 heures de WrestleMania. Mais là, il faut imaginer qu'à la ICWA, bah, c'était pas que des fans de catch, donc c'était des familles qui étaient là. Et évidemment, pendant les premiers matchs, bah, c'est comme moi quand je vais courir, je cours jamais. Mais quand j'étais encore au lycée que je faisais sport, quand on devait courir autour du stade, les premiers 200 mètres, j'étais comme un fou, quoi. Et après, j'étais mort. Bah, les publics qui connaissent pas trop le catch, les premiers matchs, ils sont comme des fous. Et après, ils sont fatigués, quoi. Au lieu de se Ouais. garder pour les matchs un peu plus trucs, quoi. Et donc, non, on discutait à deux. On essayait en tout cas d'avoir un show qui faisait 2h30. Il faisait jamais 2h30 au bout du compte. Parce qu'après, on n'avait pas non plus forcément les niveaux techniques suffisants. On n'avait pas d'oreillette pour dire aux arbitres. Alors, souvent, c'était Kerzo, l'arbitre Kerzodek, qui est un des meilleurs arbitres français, qui regardait sa montre, tout simplement. C'est Il mettait exactement le la question timer. que je me posais. Est-ce que c'est vous qui disiez à l'arbitre go, ou alors c'est l'arbitre, est-ce que l'arbitre devait lui-même regarder le temps? Bah voilà, non, c'était de la responsabilité de l'arbitre parce que c'est arrivé quelques fois qu'on avait des oreillettes pour les arbitres, mais c'était vraiment très rare. Donc voilà, ça faisait partie des grosses responsabilités de l'arbitre. Et je dois dire que voilà, on a eu toujours de la chance avec Kerzo, avec Sturi, avec Colby, avec Pivired aussi, qui a aussi pas mal arbitré. Les mecs arrivaient alors qu'ils arbitrent plusieurs matchs dans la soirée, à se souvenir des finishes, à pas faire de merder un tombé. Parce que dans mes souvenirs, c'est quasiment jamais arrivé. Moi, j'ai pas de qu'un arbitre ait foiré un tombé parce que c'est pour l'arbitre, il faut qu'il se souvienne à quel moment il doit Mmh. entre guillemets taper 3. Surtout quand il arbitre tous les matchs de la soirée, quoi. C'est quand même compliqué de se souvenir de tous les finishes, de tous les trucs. Alors, dit comme ça, non, ça n'a pas l'air, mais il y a 1000 choses auxquelles l'arbitre doit penser. Et c'est vrai qu'on a toujours eu de la chance d'avoir des grands professionnels. En parlant d'arbitre, je pense qu'on peut juste prendre un moment pour Ah oui, bien sûr. féliciter Artemis, pour ceux qui ne sont pas au courant, qui vient officiellement de signer avec la WWE et qui est donc maintenant une arbitre officielle. Pour info, c'est la première française de l'histoire. Tu me corrigeras si je me trompe, Christophe, mais apparemment, c'est la première française de l'histoire qui signe à la WWE. Alors qu'il signe en tant qu'arbitre ou catcheuse, oui, me semble-t-il. Après, il y a eu des employés de la WWE qui étaient de nationalité française et qui étaient elles-mêmes des femmes. Mais effectivement, sur le devant de la caméra, à mon avis, oui, c'est la première française, à moins vraiment qu'on soit passé à côté d'un truc et que une ancienne catcheuse ou présentatrice ou je ne sais quoi était française, mais je ne crois pas. Donc effectivement, bah, bravo à elle. On en parlait, je crois, dans le dernier épisode de La Cloche avant le confinement, c'est amplement mérité. Elle travaille depuis de nombreuses années. J'ai pas eu souvent l'occasion, malheureusement, de la croiser, de travailler avec elle, mais on l'a fait notamment à Japan Expo une fois. Voilà, elle est extrêmement professionnelle, elle est sportive, sérieuse. Enfin, elle a toutes les qualités pour faire une longue et belle carrière à la WWE. Malheureusement, ça arrive à un moment un peu tristoun parce que je crois qu'elle devait aller à WrestleMania et évidemment, avec tout ce qui arrive, elle ne pourra pas y aller. Mais voilà, c'est que là, c'est reculer pour mieux sauter. Mais Mmh. bah, félicitations à elle. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas sur les réseaux, Facebook, Twitter ou Insta, à aller la féliciter. En plus, elle est super gentille, elle est super simple. C'est vraiment une belle personne, quoi. Donc ça ne pouvait pas arriver à une meilleure personne qu'elle. Il y a beaucoup de personnes qui ont posé une question dans les commentaires par rapport au manque de Français, dans des fédérations majeures et qui te demandent un petit peu, quelle est la solution? Comment est-ce qu'on doit faire pour avoir plus de Français? C'est une question que j'osais pas te demander justement parce que te poser parce que j'imagine que je veux dire tu as pas de solution miracle. Bah, c'est-à-dire, oui, oui, on est évidemment d'accord, mais bah, bosser, 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 bosser. Et je sais qu'ils le font déjà, hein. Je sais que Tristan, Senza et d'autres dont je n'ai pas forcément les noms parce que je suis plus tellement impliqué dans la scène française, mais voilà, bossent comme des malades et font tout pour y arriver. Mais c'est une question d'opportunité. Il faut faut être là au bon moment, il faut avoir la chance de faire l'essai au bon moment parce que ils sont plusieurs à avoir déjà fait des essais, mais malheureusement, bah, ça peut arriver que vous fassiez l'essai au moment où vous soyez blessé. Parce que évidemment, quand vous êtes indie, vous êtes presque tout le temps blessé. Mmh. Euh, donc c'est vraiment compliqué. Ouais, après, on se dit nous pour la France, mais les Allemands, il n'y en a pas tant que ça non plus, hein, par rapport au talent qu'ils ont en Allemagne et au business qui s'est développé en Allemagne, mine de rien, il n'y a pas tant d'Allemands que ça. Bon, évidemment, un peu plus maintenant, mais
il y a pas de miracle, quoi. C'est le boulot, c'est la passion et c'est les sacrifices. Tom en a fait énormément pour arriver là où il est arrivé. Malheureusement, ça s'est pas aussi bien passé pour des raisons de blessure également que ce que ça aurait dû être, parce que voilà, il avait tout le talent du monde pour Mmh. réussir. J'en ai déjà parlé dans la cloche, mais chaque fois que je parle aux anciens NXT, vous avez le bonjour de Tom Laroufa, ils sont tous comme des fous, quoi, parce que c'était l'un des mecs les plus charismatiques de cette génération-là, quoi. Sauf que malheureusement, son genou, enfin, il y a eu les ligaments, voilà, il y a eu des blessures qui l'ont empêché de monter. Et après, ça se joue à rien. C'est dans mon métier, moi qui fais maintenant parfois un petit peu de voix pour Arte, pour des choses comme ça, vous avez des studios qui vous appellent une fois: «Ouais, est-ce que tu es libre ce jour-là?» «Maintenant, malheureusement, je vais à Paris pour, enregistrer, je suis jamais libre le jeudi». Bon, évidemment, ils le notent nulle part. Ils vous rappellent, 2 semaines après: «Ouais, on a un enregistrement jeudi tant». «Ah non, malheureusement, le jeudi, je suis à Paris». Et après, ils vous rappellent plus. Parce que, ben, voilà, fallait être là, fallait le faire et puis si tu es pas là, ben, il y a suffisamment de gens qui attendent derrière. Et c'est pareil, personne n'attend les Français. Donc si tu as pas la chance d'être en bonne santé, d'avoir tout psychologiquement, c'est compliqué, hein, faut pas croire, hein. Les mecs ont l'air, musclés et compagnie, mais le doute s'installe forcément chez tout le monde et c'est chaud d'aller, rien que pour moi qui n'ai jamais fait d'essai, quand je suis arrivé la première fois dans les vestiaires WWE, tu trembles. Tu te dis, même si je risquais rien, parce que voilà, moi, mon métier est en France, mais donc j'imagine quand tu es catcheur, même si tu as un ego surdéveloppé parce que tu es obligé d'en avoir un, même si tu es sûr de toi, de ton travail, de ton entraînement, bah, psychologiquement, parfois ça peut te lâcher aussi au plus mauvais des moments, quoi. Mmh. Donc voilà. On va terminer avec une question série. Donc, question série et film de la part de Lorenzo. Il La masse, Quelles sont les séries et les films où Christophe a participé? Donc c'est sa question exacte, parce que tu nous avais déjà mentionné dans un épisode de La Cloche que tu avais participé à plusieurs projets, justement, qui étaient liés au catch. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques détails par rapport à ces projets? alors non, voilà. D'accord, Bisous, bonne bon, soirée, la semaine à prochaine. bientôt. Si Dieu le veut. Alors, la première série, je crois, à laquelle on a pu participer avec Philippe, pardon, c'est Catch-moi si tu peux, qui était une mini-série de 3 épisodes pour Canal+, à l'époque où tous les ans, ils faisaient une sorte de casting sauvage de réalisateurs qui devaient leur envoyer un pitch. Et si le pitch était accepté, ils réalisaient leur mini-série de 3 épisodes. Dans ce cadre-là, je crois que la série Hard avait été créée. Il y avait une ou deux autres séries. Et un jour, on était à un show en Bretagne avec notamment, je crois, Théo Teaspoon et voilà, il va me détester aussi encore un où j'oublie le nom, et pourtant je ne connais plus Jack Spain, qui faisait partie du show ce soir-là. Un mec est venu du public me voir à la fin du show. Ouais, Christophe, écoute, je suis en train d'écrire une série, j'aimerais bien que tu participes. Alors évidemment, je vous cache pas que j'ai quand même été pas mal sollicité, souvent par des fans qui me donnaient ce genre de projet, mais en général, il n'y avait rien derrière. Et là, Mmh. le mec me dit: «Ah ouais, non, mais c'est signé, ça va être sur Canal». Je dis: «Ah bon, mais de quoi?» Alors il m'explique tout le processus, qu'effectivement, c'est les créations originales Canal. C'était au tout début des créations originales Canal. Ils avaient ce concept-là, une mini-série de 3 épisodes. Et lui avait donc été sélectionné. Catch-moi si tu peux, ça s'appelait. C'était l'histoire d'un couple qui se déchirait autour du catch. Le mec était catcheur, je crois que la fille aussi, ou je sais plus, non. Enfin bon, une histoire d'amour autour du catch, une comédie sentimentale autour du catch. Et, euh, et donc, ben là, j'ai pu participer au projet quasiment de la base, parce qu'il était encore en train d'écrire ce scénario. Et comme il habitait Paris, mais il était d'origine bretonne, donc il était venu à ce show en Bretagne, ben, j'ai pu participer avec lui à l'écriture du show, et pour que le côté catch soit un petit peu plus, entre guillemets, réaliste et juste, même si c'est toujours compliqué, c'est très compliqué en fiction. Mais, et ça, je tiens quand même à le faire remarquer pour me mettre encore une fois en avant. Au début, il ne voulait que moi. J'ai dit non, on est deux. Hein, tu prends Mmh. Chéreau aussi. Et Mmh. donc, il a pris Chéreau aussi. Alors, Philippe Chéreau, hein, non, bah, il m'a déjà remercié et rendu 1000 fois plus de services que je lui en ai rendu. Donc, je peux pas lui en vouloir. Mais Même voilà, je si lui ai tu juste pas dit laissé parler à WrestleMania 30. enfoiré. Mais je voulais rappeler que j'étais un mec bien aussi.
Hein, personne ne le dira à ma place, donc je le dis. Non, mais voilà, sérieusement, c'était vraiment une expérience sympa de pouvoir taper la discute avec lui. Puis après, effectivement, est venu le jour la semaine de tournage, où on avait tourné dans le Nord. On était logé dans un superbe hôtel dans le Nord avec le producteur. Il y avait Bruno Gassio qui était également dans le Ah, projet, parce c'était lui qui gérait ça pour Canal. Il y avait une grosse boîte de production parisienne et Bruno Gassio qui était le responsable de ce pôle création originale Canal à l'époque. Et donc, on avait fait ce show-là avec la ICWA. On avait une salle dans le Nord. On avait fait venir du public. Je crois que le show était gratuit. Donc, on avait fait un petit vrai show et après, mais vraiment très court. Et ensuite, on avait principalement filmé les images où on avait Kim Casey, je crois, qui était la catcheuse de la ICWA qui jouait le rôle de la comédienne qui jouait la catcheuse. Donc, elle était masquée. Et le catcheur masqué aussi, c'était Kid Mike, si je me souviens bien, qui après est allé chez N-Catch, qui est un bon ami de Stury. Et s'il nous suit, Kid Mike, je l'embrasse très fort. Et donc, ben, franchement, c'était extrêmement sympa à faire. Ça n'a pas eu un énorme succès. En toute honnêteté, c'était vachement drôle sur le script. Pour moi, ça l'était un peu moins à l'image. Mais c'était vraiment une expérience exceptionnelle de pouvoir voilà, faire ces journées de tournage. Je me souviens qu'on était arrivés, ils avaient déjà commencé à tourner dans l'usine à catch de Booster, donc sa salle d'entraînement à lui à l'époque. Et il y avait l'un des meilleurs amis de Jean Dujardin. Il n'est pas très très connu, enfin il est quand même il est connu, mais je me souviens malheureusement plus de son nom. C'est celui qu'on entend parfois dans Un gars, une fille, on entend sa voix derrière. Évidemment, on ne voyait pas son visage. Mais voilà, c'était un pote de Jean Dujardin et c'était l'une des têtes d'affiche. J'ai Moscato en tête, le nom ressemble à ça, mais c'est évidemment pas Moscato avec l'accent. C'était pas lui. Mais voilà. Donc il était là et je me souviens qu'au début, on est arrivé, nous, avec Chéreau, on devait commenter dans cette petite salle. C'était les premières scènes avant de faire la grande salle qui était dans la scène finale avec plusieurs milliers de spectateurs. Il y avait un petit show dans la salle d'entraînement de Booster. Et je me souviens qu'au début, il nous regardait des arbres parce que c'est vrai qu'on était super détente, on était trucs. Et il n'avait pas compris qu'en fait, on n'était pas comédien, mais on était commentateur. Parce qu'il croyait que nous, on était arrivés, les comédiens, personne ne les connaît, ils ont la grosse tête, ils font les cons. Alors qu'en fait, nous, c'était Chéreau et moi, couillons comme d'habitude, mais on ne nous avait pas donné de script, on n'avait rien, on n'avait pas de texte. Et ça, c'est un des pas des problèmes, mais c'est un des trucs que je regrette un peu dans toutes ces histoires, c'est que quand j'ai fait de la fiction avec Chéreau ou pas, on m'avait quasiment jamais donné de texte. Parce qu'on se dit, ils savent faire. Sauf que c'est quand même, c'est pas dans 5 minutes de tournage qu'on va réussir à faire quelque chose qu'on fait avec Chéreau depuis 20 ans, mais sur des émissions de 45 minutes. Tu vois ce que je veux dire? hmm. Et on nous donnait jamais de texte, on nous disait, bah faites. Et donc parfois, j'étais déçu parce que le rendement n'était pas aussi cool que ça aurait pu être si des vrais auteurs nous avaient écrit des trucs cool ou si on nous avait laissé commenter pendant une demi-heure et qu'on avait gardé que les 5 meilleures minutes. Tu vois. Mais donc voilà, bon, on a fait ça, catch-moi si tu peux. J'avoue que je revois plus de rediffusion. C'était parfois rediffusé sur Comédie, puisque Comédie appartenait au groupe Canal, mais je ne sais pas si c'est encore le cas. Et voilà. J'ai fait également, c'était sur Internet, mais c'était vraiment sympa à faire aussi avec Monsieur Poulpe et Davy Mourier, Karaté Boy, je crois. Maintenant, j'ai un doute. Mais c'était une web série, même d'ailleurs, c'était diffusé à la télé, mais je crois sur la chaîne d'Ankama, je crois, Ankama TV, ou je ne sais plus quel était leur nom de chaîne consacrée aux jeux vidéo, mais c'était vraiment drôle à faire. J'avais fait un vieux monsieur qui donnait des conseils aux héros, Karate Boy, joué par Monsieur Poulpe. Et là, pareil, il m'avait pas envoyé le texte. Là-bas, il me mettait le texte comme ça. La caméra était là et je devais lire le texte comme ça, quoi. Et c'est comme ça qu'il faisait. Mais c'était vraiment super cool. J'ai pu faire la voix off aussi de Karate Boy. C'était vraiment des expériences sympas de pouvoir bosser avec des mecs aussi créatifs parce que les mecs, c'est des fous, quoi. Que ce soit Davy Mourier dans la BD et dans la vie, il est extrêmement rapide et créatif. Et puis Monsieur Poulpe qui est complètement dingue et qui fait une magnifique carrière dans les médias. Il y a évidemment les Reines du Ring, où voilà, avec Philippe Chéreau, André Dusselier, Nathalie Baye, Audrey Fleurot, Marie Louberry
le premier jour de tournage, on arrive, vient nous voir: «Oh les gars, je suis trop fan de vous, vous êtes Ah! fous, vous êtes incroyables et tout». Elle me suit d'ailleurs encore sur Insta, elle like parfois mes photos. Vraiment, une crème cette jeune femme, vraiment cool et les pieds sur terre, super sympa, Un gros super, casting quand voilà. même, ce film, quoi. Ah, gigantesque casting, Ah parce que là, je ouais. te que les grosses stars, mais il y avait aussi des seconds, troisième rôles. Il y avait, l'ancienne prof des Robins des Bois, je me souviens jamais de son nom, mais que j'adore également, qui a joué dans Tati Daniel, qui a joué dans moult films. Ça te dit rien? Elle est J'ai pas le blonde, nom. mais bon voilà, évidemment dans les commentaires vous allez me le dire, mais elle jouait là aussi. Elle pareil, elle vient me dire: «Ah, je vous ai entendu, mais vous êtes complètement dingue, ah j'adore vraiment, c'est super drôle, super gentil». André Dussolier qui vient me voir en plein tournage, parce que le premier jour de tournage, j'étais tout seul. Il Philippe, je crois était en train d'enregistrer peut-être la NASCAR ou autre, donc j'étais venu tout seul, et André Dussolier après, les premiers essais où je devais commenter et tout ça, ayant entendu mes commentaires, il était venu me voir, juste en tête à tête me dire, «Franchement, c'est vraiment ça fait plaisir de voir des gens comme toi sur ce tournage parce que tu apportes la vérité, on sent que tu es passionné». Et c'était, vraiment, touchant qu'il ait pris 2 minutes comme ça pour, à la fois me rassurer, parce que je peux vous dire que j'étais terrifié, Mmh. d'être tout seul. J'aurais préféré que Chéreau soit là avec moi pour avoir quelqu'un à mes côtés, quoi. Et puis, stressé parce que tu es avec que des gros noms quand même, mine de rien. Nathalie Baye, quelques mois avant, elle tournait avec DiCaprio, quoi, Ouais. et ensuite elle se tape Chéreau, tu vois? C'est descente aux enfers pour Nathalie Baye, la pauvre. Mais c'est pareil, Nathalie Baye, qui était extrêmement sympa pour la soirée de fin de tournage. On avait discuté pendant plus d'une heure ensemble. D'ailleurs, Chéreau continue encore à me vanner. Comment j'étais dehors avec Nathalie Baye, en lui tenant le parapluie parce qu'il pleuvait. Elle avec sa petite coupette de champagne. Et puis elle m'avait dit à la fin du truc: «Oh, mais Christophe, si tu avais 20 ans de plus». Et moi, je lui dis: «Mais Nathalie, c'est pas une question d'âge entre nous. Vous êtes une femme magnifique, je suis là, vous êtes là. Enfin bon, je pense que c'était sans doute les bulles de champagne qui mais voilà, non, c'était vraiment, une expérience, inoubliable de pouvoir, tourner, avec des gens comme ça. J'ai également pu faire, une courte apparition dans Denis avec, Fabrice Eboué et Jean-Paul Rouve. Alors film pas très connu, mais je crois que c'est le film qui a fait le moins d'entrées cette année-là, hein, donc j'ai comme quoi, n'hésitez pas, hein, si vous voulez que votre film ne soit pas vu, prenez-moi au casting. Bah, J'avais fait j'avoue un que je petit ne connais pas. Oui, bah, il est pas très connu après, il passe parfois à la télé et les commentaires souvent, enfin, les gens rigolent un peu, mais il y a pas de commentaires, si horribles que ça à son encontre. Mais c'est vrai qu'il est passé inaperçu. Mais pour la petite histoire, donc j'avais fait le casting tout seul. Ils ont cherché jusqu'à, 1 semaine, je crois, du tournage, un commentateur de catch. Ils en avaient essayé, ils en avaient pris un, puis finalement ils étaient pas, sûrs, et je sais plus comment, mais quelqu'un, leur avait donné mon nom, ils m'avaient appelé, j'y étais allé, j'avais fait le casting, ils m'avaient pris. Et je devais tourner genre le jeudi matin, à 11h. Heu, donc on m'appelle la veille, le mercredi soir, on me dit: «Écoute», parce que c'est qu'une scène, hein, j'avais 3 minutes dans le film, Mmh. même pas, 1 minute 30, dans le film, quoi. Donc une scène, parce que les Reines du Ring, c'était une semaine de tournage. Une semaine de tournage de ouf, hein, genre je pense que j'en parlerai un peu plus longuement dans la cloche, qu'on soit ensemble, qu'il y ait une meilleure qualité, mais voilà, chauffeur qui vient me chercher le matin, tu Mmh. arrives, tu vas au maquillage, à côté de toi, c'est Nathalie Baye, Audrey Fleurot, ça fait des vannes et tout. Enfin, je veux dire, tu te sens, les rois du monde font tout ce qu'ils veulent. Non, mais voilà, ouais. Ah, il y avait Corinne Massiero aussi, qui est quand même devenue la star de la télévision avec Captain Marlowe sur France 3, une meuf du Nord complètement folle. D'ailleurs, Suri m'a rappelé il n'y a pas si longtemps qu'on avait déjà fait des trucs avec elle parce qu'elle faisait partie d'un collectif de comédiens qui prenaient des cours de catch, et les catcheurs prenaient des cours de comédie dans le Nord avec Boosty et des catcheurs de la SCWA. Et on avait fait la Maison Folie de Oisem, les gens du Nord connaissent peut-être. On avait fait 2 shows complètement fous, mais vraiment excellents, une ambiance folle, et elle était dans ce collectif-là. Moi, je m'en souvenais pas. Et on a passé, enfin voilà, il y a des moments sur ce tournage où sa folie et la mienne se sont rencontrées, et la meuf d'une simplicité. Enfin, voilà, j'ai des photos. Enfin, je les ai plus malheureusement. Peut-être Chéreau les a encore parce que c'était avec son téléphone, mais qui ne peuvent pas être diffusées tellement Madame est folle et se lâche. Rien de salace, hein, mais voilà, fou, OK. mais sympa.
Et donc pour Denis, on m'appelle la veille, on dit: «Oui, bah, donc vous deviez venir demain, à 11h je crois». Alors je fais: «Oui, oui, tout à fait, pas de problème». Je me suis organisé: «Non, mais on vous rappelle pour vous dire que finalement ça sera 13h». Alors je me dis: «OK, bon 13h, pas de problème, OK». Bon, je raccroche le téléphone, j'habitais seul dans mon studio, je la soirée se passe, je vous cache pas que je suis stressé parce que c'est pareil, là j'avais pas encore fait les Reines du Ring et on avait déjà fait la série pour Canal, mais c'était avec Chéreau et là j'étais tout seul. Chéreau n'était pas là, ils avaient besoin que d'un commentateur. Donc je stresse quand même beaucoup, j'arrive finalement à dormir 2-3 heures du mat, quelque chose comme ça et puis je mets, mon réveil le lendemain, à je sais pas moi, à 10h30, 11h en me disant, «Si j'arrive à dormir jusque là, c'est bien et puis de toute façon, c'est à 13h le tournage, donc j'aurai le temps, de voilà, de prendre ma douche et tout ça». Donc je mets le réveil à 10h30, je crois que je me lève à 9h30, je rallume mon téléphone et là, 12 messages. Et le dernier que j'écoute, c'est: «Oui, en fait, ça a été, changé, on a besoin de vous maintenant, tout de suite. On vous envoie, un taxi, il sera chez vous dans 5 minutes», à 8h du mat. Oh! Je me dis: «Oh putain, c'est pas possible». Donc je rappelle la personne: «Oui, excusez-moi, bah, j'avais éteint mon téléphone, je pensais que c'était 13h». «Oui, bah, écoutez, on va vous envoyer quelqu'un tout de suite. Est-ce que vous pouvez être prêt dans 10 minutes?» Je fais: «Oui, bien sûr». Et là, c'était les scènes qu'on voit, dans Mister Bean ou autre, où tu prends ta douche, en même temps tu te rases et tu te brosses les dents. J'étais comme ça, quoi. Donc je suis arrivé sur le tournage, il y avait bon, je suis pas très poilu, mais il y avait encore la moitié là de barbe ici, j'avais encore du dentifrice partout, je faisais tout en même temps, comme ça. C'était comme ça. Il me ramène, en taxi, je suis stressé de ouf, j'arrive: «Ah bah, tu es enfin là et tout». Je fais: «Ouais, désolé, on m'avait prévu à 13h». «Oui, oui, non mais pas de problème, bon, de toute façon, en fait, on a déjà tourné la scène, on n'aura pas besoin de toi». «Ah, merde». «Mais tu as d'autres scènes?» «Ah bah non, c'était la seule là, donc bon, bah écoutez, tant pis, je vais repartir». «Bon, attends, je vais voir ce que je peux faire», donc finalement, ils ont discuté, truc et puis, ils ont retourné quand même la scène avec moi et c'est effectivement celle-là qu'ils ont choisie pour le film. Mais voilà, en 1 heure, la pression, le stress, le truc de ouf, j'arrive là-bas et on m'annonce qu'en fait non, on n'a plus besoin de toi, tant pis pour ta gueule, alors que bon, c'était pas de ma faute, Oh! quoi. Ils s'étaient un peu plantés. Les tournages de films, heu, c'est organisé évidemment en début de journée, mais après tout peut changer selon Mmh. qu'une scène est prête, la lumière est prête, un comédien qui n'est pas forcément, tout de suite habillé comme il faut, tout, donc on va tourner autre chose en attendant, enfin voilà. Et pour la petite histoire, le preneur de son de ce film était le fils de Valérie Benaïm, qui, pendant le tournage, vers, 12:00, est arrivé pour, faire le bisou à son fils, et puis discuter avec, voilà, Fabrice Eboué, Jean-Paul Rouve, mais voilà. C'était une expérience sympa, mais extrêmement stressante parce que voilà, Bah, c'est quand et même cool qu'au final, il t'ait fait retourner la scène, parce que sinon j'imagine quand même la déception. oui, oui. Après, avec le recul maintenant, ouais, presque 10 ans après, bon, je me dis, de toute façon, voilà, mais sur le coup, j'aurais été effectivement très triste parce que j'aurais jamais imaginé qu'après, on aurait les Reines du Ring ou ce genre d'opportunité derrière, quoi. Donc voilà. Mais voilà, ces petites expériences, j'en oublie peut-être, mais ça reste toujours sympa de pouvoir faire ce truc. Après, à part pour Monsieur Poulpe et Davy Mourier dans Karate Boy, je n'ai joué que mon rôle. Donc il n'y a pas de quoi non plus Mmh. se vanter. Je n'ai fait que commentateur de catch. Mais voilà, ça reste quand même super sympa à faire, quoi. Non, petite carrière d'acteur, hein, petite carrière Et bien qui sûr. peut fleurir, on ne sait jamais, ces prochaines années. Bon, écoute, j'ai posé toutes les questions que j'avais pour cet épisode, donc je crois que c'est la fin de cette clochette numéro 2. Mais normalement, il y en aura au moins 4. Normalement, si c'est parti comme c'est parti, il y en aura au moins 4 quoi qu'il arrive. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à continuer à poser des questions sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, etc. Et même parmi les anciennes questions, sachez que j'en ai encore des anciennes que j'ai gardées, donc ne perdez pas espoir. On va continuer à répondre aux questions petit à petit. Mais le but, c'est toujours d'y répondre en environ 1 heure. Là, on est déjà à 1 h 15. Donc voilà, on a fait 10 questions aujourd'hui. On se retrouvera pour le prochain numéro pour 10 questions. Bon, bah, en tout cas, merci encore, mon cher Ali. Merci à vous pour vos questions. J'espère qu'on arrive à vous faire un petit peu penser à autre chose. Même si je sais que beaucoup, toi également, mon cher Ali, mais beaucoup d'autres youtubeurs de catch français le font aussi bien, voire beaucoup mieux
que nous dans ces petites clochettes, mais ils ont du talent. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Nous, on n'a aucun talent, en tout cas moi. Mais nous, on a des casquettes et des capuches. C'est la team Calvici qui vous salue pour la clochette numéro 2. On vous embrasse très très fort. Et puis comme l'a dit Ali, continuez à nous envoyer vos questions. Je redis, on vous embrasse fort. Je ne sais même plus comment terminer. Bisous à tous et à très vite. Ou comme disait Édouard Carpentier, je ne sais plus. Ah si, à la prochaine, si Dieu le veut. Ciao tout le monde.